c'est l'occasion aussi d'expliquer et de présenter le revenu de transition écologique. L'association en France a été créée justement pour accompagner des expérimentations de terrain. Et ce qu'on va vous présenter ce matin, on est vraiment dans une démarche réellement de recherche-action, l'idée de faire le lien entre chercheurs et acteurs de terrain. Et donc, voilà, de manière humble, ce matin, sachant que les premières conventions ont été signées en 2019, puis en 2020, avec Terra, enfin Frédéric Bosquet va le présenter, l'Aude également, et puis dans le Nord également. Donc, ces expérimentations sont en cours, et c'est une première capitalisation, on va dire, un premier partage des enseignements qu'on fait ce matin. Du coup, chacun va pouvoir faire ce retour d'expérience. Merci Jean-Christophe. Alors, je vais faire quelques petits points logistiques très rapides. Donc, voilà, on est assez nombreux, donc merci de bien garder vos micros éteints. Voilà, on vous propose, il va y avoir différents temps de questions-réponses. Vu le nombre et vu le timing serré, que vous mettiez bien vos questions au fur et à mesure dans le chat. Il va y avoir Thomas qui est là, qui est de la Fondation Zoein, qui va relever les questions du chat et les poser dans les temps spécifiques de questions-réponses. Voilà, désolé, mais vu le timing très serré, il n'y a pas le temps que que les participants ouvrent le micro pour poser vraiment leurs questions. Mais voilà, par le chat, on relève vos questions. Et il y a un aspect accord sur l'enregistrement aussi. Voilà, c'est enregistré dans le cadre des assises. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, désactivez bien votre caméra. Voilà. Et si vous voulez la voir allumée et que vous êtes OK pour que ça soit enregistré, pas de souci. Donc, maintenant que c'est ce petit point-là, on va laisser chacun se présenter très rapidement, les différents intervenants. Donc, moi, je suis Olivier Boulet, je travaille dans l'expérimentation de la Haute-Vallée de l'Aude, une des 4 expérimentations. Voilà, c'est moi l'animateur. Et je vais laisser la parole à Joëlle pour qu'elle se présente. Joëlle Chalavou, je suis une des fondatrices de l'expérimentation au sein d'un pôle territorial de coopération économique dans la Haute-Vallée de l'Aude et maintenant dans une association dédiée à l'expérimentation. Merci. Donc Jean-Christophe s'est déjà présenté au tout début. Donc de TILT, la coopérative de transition écologique qui est dans le Nord, à Grande-Synthe et le Dunkerquois. Vas-y Frédéric. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Bosquet, j'ai 56 ans, je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Terra, un écosystème pour le 21e siècle, et je suis très heureux d'être là avec vous. Merci. Et puis Monica, pour la Suisse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Monica Serlavos, je dirige la Fondation Zoein depuis une année et voilà, mon rôle, c'est plutôt d'essayer de mettre en place le revenu de transition écologique en Suisse. Ok, merci. Alors, on vous propose juste un petit sondage très rapide sur qui connaît déjà ce revenu de transition écologique. Peut-être, voilà, vous pouvez mettre votre caméra on si vous connaissez, ou alors lever la main. Il y a une fonction, vous avez une fonction dans les réactions, il y a une fonction lever la main. Voilà, juste pour qu'on ait un peu une idée aussi de qui connaît et qui ne connaît pas. Ok, donc ceux qui connaissent, voilà, il y a à peu près 5-6 personnes. 7, 8, voilà. Ok, donc à peu près un quart des personnes qui connaissent. Ok, merci. Alors, on va commencer par une petite vidéo qui a été tournée par la Fondation Zoein où Sophie Swatton explique le RTE. Voilà, on s'est dit que ça rendait plus vivant la présentation. Monica, je te laisse faire le partage. Oui, alors en fait, du point de vue technique, je ne peux pas faire le partage d'écran maintenant. Donc Fred, je ne sais pas si tu préfères partager toi-même le lien. Ah voilà, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai réglé. Tu l'as ? Ouais, normalement, tu dois pouvoir partager maintenant. Maintenant, c'est bon, effectivement. Alors, partager audio. Vous voyez l'écran ? Oui, parfait. Oui. Je suis Sophie Swatton, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Je préside également la Fondation Zoein et je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre,
un revenu de transition écologique, mode d'emploi, qui vient paraître aux presses universitaires françaises. Le revenu de transition écologique est un outil à disposition des collectivités publiques qui propose 3 volets en fait. Premièrement, un revenu monétaire pour les activités à impact écologique et social. Il propose également un volet d'accompagnement et puis enfin une mutualisation des différents actrices et acteurs au sein de coopératives de transition écologique. Et ce sont ces coopératives de transition écologique qui regroupent différents acteurs, ONG, entreprises locales, associations, collectivités, sur les territoires que l'on veut essayer de booster, que l'on veut voir développer un nouveau modèle économique résilient, coopératif et solidaire. Alors il est fondamental d'impliquer des chercheurs, ne serait-ce que pour définir ce que signifie une activité à impact écologique et social. De quels critères parle-t-on? Est-ce que les objectifs du développement durable suffisent? Qu'est-ce que c'est qu'une économie permacirculaire? Comment est-ce qu'il faut construire de la résilience? À quoi est-ce qu'on mesure une externalité positive? Autant de questions qui font que l'on a besoin que des recherches appliquées démarrent sur les territoires, en collaboration avec un conseil scientifique qui va suivre de près ces expériences, ces recherches-actions, et pour qu'on puisse ensuite avancer, corriger le tir, vulgariser et informer. Je dirais que la première marche à suivre pour commencer une expérimentation, c'est de commencer par repérer les différents acteurs sur le territoire qui pourraient être intéressés, directement concernés par une expérimentation de revenus de transition écologique. Donc une fois que ces acteurs sont repérés, il s'agit également d'identifier quelles seraient les activités, les premiers travaux à impact d'utilité écologique et sociale qui sont soit déjà faits, soit qui seraient à faire en prenant en compte les communs, c'est-à-dire les ressources naturelles du territoire à protéger. Et puis ensuite, il sera temps peut-être de faire les premières conventions, de réunir les différents partenaires au sein d'ateliers participatifs, et puis de créer, de préfigurer quelle sera la coopérative de transition du territoire en question, quelle sera sa coopérative idéale, avant, dans un dernier temps, de pouvoir verser des premiers revenus de transition écologique. Il y a plusieurs territoires qui ont déjà lancé une expérimentation de revenus de transition écologique. En France, 3 territoires en France, dans le nord, dans le sud-est, sud-ouest. Et puis également énormément de demandes de territoires intéressés en France, mais également en Suisse. Et évidemment, ces différents territoires en sont à des degrés différents d'évolution et d'avancée. Bon, je m'appelle Jean-Christophe Lipovac, je suis directeur de l'association Zoane France et je suis en charge du développement de la coopérative de transition écologique à Grande-Synthe et sur le Dunkerquois. Cette coopérative de transition a été créée officiellement le 27 mai 2019. Actuellement, nous sommes dans une phase de préfiguration opérationnelle. L'idée, c'est de lancer la coopérative réellement au premier trimestre 2020 et donc accueillir nos premiers porteurs de projets pour le premier trimestre 2020. Je m'appelle Frédéric, je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Terra, un projet d'expérimentation d'un développement territorial pour une zone rurale. Nous avons mis en place plusieurs revenus d'autonomie, c'est-à-dire des revenus de transition en monnaie citoyenne locale. On en a mis en place 4, par exemple pour un maraîcher ou pour quelqu'un qui tient un gîte, une secrétaire et puis un comptable. Et on les a sélectionnés justement par rapport au fait que ces activités avaient un impact sur le développement territorial de ce territoire. Je suis Olivier Boulet, chef de projet à l'association 3.EVA sur l'expérimentation d'un revenu de transition écologique dans la Haute-Vallée de l'Aude, donc un territoire rural au sud-ouest de la France. Et nous sommes dans une démarche participative et c'est dans ces réunions et tout le travail entre que nous allons décider avec les acteurs du territoire et les porteurs de projets les modalités concrètes de sélection et du montant du revenu de transition écologique. Nous avons pour objectif de créer la coopérative de transition écologique en mars et débuter les RTE fin 2020 ou début 2021. Le revenu de transition écologique n'est qu'un outil, ce n'est pas une solution miracle. Je le répète, c'est un outil à disposition des collectivités pour booster cette transition. Et cet outil-là replace l'humain au cœur du modèle économique. Parce que si l'économie est le problème, elle doit être la clé de main de la solution.
Ok, bon voilà cette présentation donc qui date un peu, qui est de début 2020. Le livre est sorti janvier 2020. Voilà, donc je vous explique un peu encore désolé pour les petits soucis techniques. Je vous explique un peu le déroulé là. On va avoir 2 temps où chacun des 4 intervenants vont parler, et puis entre chaque, il y aura un petit temps de questions-réponses. Donc, où les questions qui ont été mises dans le chat seront remontées par tourment. Voilà, donc s'il y en a qui sont arrivés en cours, je vous redis bien, posez vos questions au fur et à mesure dans le chat. Voilà, alors il va y avoir un premier temps de débat, d'intervention autour de quelle est la spécificité de l'expérimentation du RTE dans vos territoires respectifs, et puis un autre sur qu'est-ce que le RTE apporte concrètement à votre territoire. Donc, tout d'abord, quelle est la spécificité de l'expérimentation du RTE dans vos territoires respectifs? Peut-être Jean-Claude, Jean-Christophe, pardon, je te laisse démarrer. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, donc je suis directeur de l'association Zoen, et en tout cas en 2020 et là aussi en 2021. Je suis, on va dire, mis à disposition. En tout cas, j'assure la direction opérationnelle de la coopérative qu'on a nommée Tilt, qui est donc située dans le Nord, à Grande-Synthe, et qui vise à avoir un rayon d'action à l'échelle régionale. Alors du coup, là, j'allais dire, je vais vous expliquer là plus précisément les spécificités et le contexte de ce projet, enfin de cette coopérative Tilt. Peut-être que dans le contexte et dans les spécificités, ce qu'il faut noter, c'est d'abord et avant tout, j'allais dire, un portage politique fort. À l'époque, c'est donc Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui, suite à une rencontre avec Sophie Swatton, décide de lancer cette expérimentation. Aujourd'hui, le maire de Grande-Synthe, Martial Beillard aussi, du coup, est engagé aussi dans cette démarche. Et c'est vrai que le portage politique, c'est un élément important. Ce qui fait le contexte aussi, c'est une trajectoire, j'allais dire. C'est vrai que la ville de Grande-Synthe est engagée depuis de nombreuses années sur une politique de transition. La dimension, on va dire, emploi économique, même si ce n'est pas une compétence directe de la ville, c'était un peu le parent pauvre, on va dire, de cette démarche de transition. Enfin, en tout cas, il y avait une volonté de booster l'implication citoyenne. Et derrière le projet justement de coopérative, comme l'expliquait dans la vidéo Sophie Swatton, la coopérative de transition, c'est vraiment un outil pour opérationnaliser les RTE. L'idée de créer cette coopérative, c'était vraiment pour, encore une fois, booster l'engagement citoyen, accompagner le développement d'initiatives entrepreneuriales. Voilà, ce qui fait la spécificité, encore une fois, c'est les partenaires qui sont à l'origine, on va dire, de ce projet de coopérative. On retrouve forcément, comme je le disais, la ville de Grande-Synthe, mais forcément aussi l'association Zoen, qui est sociétaire aujourd'hui d'une coopérative, d'une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée. Et parmi les autres partenaires, on a aussi les partenaires de l'insertion, la maison de l'initiative locale de Grande-Synthe, donc une maison, un acteur de l'insertion et de l'emploi. La BGE aussi, Flandre Création, qui est un acteur là de la création. Et on a aussi des acteurs, un acteur régional de l'ESS, qui est l'URSCOP, un chercheur aussi, Isabelle Robert. L'idée, c'est, voilà, dans ce partenariat de départ, on a vraiment un partenariat, des acteurs d'horizons différents, à la fois sur la question d'insertion, d'emploi, de recherche aussi, à la fois locale et aussi régionale. Et donc, la volonté, c'était justement de structurer ce partenariat au travers donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui permet de faire réellement ce partenariat public-privé, mais aussi avec les usagers. L'objectif, c'est que les entrepreneurs qui rentrent dans cette coopérative puissent aussi être associés, être sociétaires de la coopérative. Donc, voilà, ce choix, c'était d'avoir ce partenariat vraiment multi-acteurs et qui implique réellement l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, ce qui fait aussi la spécificité, je m'arrête là, c'est que statutairement, la coopérative qu'on a créée, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. L'objectif de cette coopérative d'activité et d'emploi, c'est bien d'accueillir et d'accompagner des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat, là, justement, qui sont engagées dans la transition écologique. C'est ce qui fait, bien évidemment,
vraiment, on va dire, l'ADN de cette coopérative d'activité d'emploi. Des projets inscrits dans la transition et des projets aussi qui ont un fort ancrage territorial. Ok, merci Jean-Christophe. Je ne sais pas pourquoi il y a Jean-Claude qui vient aujourd'hui. Bon. Merci Jean-Christophe. On va continuer avec Joël. Donc Joël, quelle est la spécificité de l'expérimentation du RTE dans ton territoire, donc la Haute-Vallée de l'Aude? Alors déjà, le territoire est très différent du territoire de Grande-Synthe, puisque là, on est sur un territoire rural, un grand territoire. On a 1700 km² et 140 communes. Je regarde mes notes, je me souviens jamais. Et 45 000 habitants, avec une grande diversité à la fois géographique et de population. On a les plaines au nord avec les vignes et une grosse activité autour de la Blanquette de Limoux, donc de grosses coopératives, des gros producteurs, et sur le sud, une activité plus d'élevage de montagne. Et au total, c'est un endroit qui est très rural, mais où il manque quand même pas mal de maraîchers, pas mal de production vivrière sur place. Donc, des problématiques assez fortes à un moment de transition. On a aussi une très grande pauvreté. C'est un des rares endroits en France où il y a Médecins du Monde pour résoudre les problèmes locaux, même pas des problèmes de migrants, mais des problèmes de gens qui vivent sur place, avec pas d'accès aux soins, une alimentation très, très difficile à partager correctement. Mais aussi, la spécificité de ce territoire, c'est la tradition. Je disais qu'il y avait des coopératives, elles sont devenues énormes, mais il y a quand même ce sentiment coopératif sur le territoire depuis longtemps, c'est historique. Et puis des néo-ruraux qui sont arrivés depuis 30, 40 ans et qui ont aussi développé un travail coopératif. Et tout à l'heure, Jean-Christophe disait que ce qui avait démarré à Grande-Synthe, c'était avec une forte volonté politique. Ce qui a déclenché dans l'Aude, c'est aussi la rencontre du travail du pôle territorial de coopération économique, qui était déjà un travail de coopération transversale avec différents représentants de la société, de la recherche aux simples citoyens, en passant par l'enseignement et différentes filières, et sans cloisonner les filières. Donc, on est héritier de cette démarche-là, qui est très importante par rapport au RTE, et aussi de nombreuses, qui avait déjà mis en lien de nombreuses initiatives qui sont très actives. Donc, on se retrouve plutôt, nous, à apporter un levier commun à des activités, à des structures, à des initiatives qui existent déjà sur le territoire. Donc, la difficulté, si on veut, c'est que chacun est déjà bien ancré dans sa façon de faire. Donc, il faut arriver à trouver un lien entre tout le monde, et le RTE en est un bon. Et actuellement, on a commencé avec le PTCE. Olivier disait dans la petite vidéo qu'on créerait la coopérative de transition au mois de mars. C'était optimiste, c'était sans compter les retards des élections liées au Covid, etc. Donc, on a créé une association de préfiguration de la coopérative, et petit à petit, on élargit son fonctionnement à tous les partenaires avec lesquels on construit la société coopérative d'intérêt collectif, donc la SIC, qui est aussi une coopérative de transition écologique, mais qui n'est pas une CAE parce qu'il y en a déjà sur le territoire. Donc, on a travaillé en coopération avec la CAE et puis d'autres qui se montent. Et par contre, on fédère plus des projets transversaux qui vont concerner des acteurs différents. Et à l'intérieur de ces projets, on va créer très prochainement nos premiers RTE. Voilà, je pense que je ne vais pas durer plus longtemps par rapport au temps qu'on a dans la journée, mais on peut peut-être garder pour les questions. Je passe la parole. Merci Joël. Bon, bravo pour votre concision. On va continuer encore en France avec Frédéric. Donc, quelle est la spécificité de l'expérimentation RTE chez toi dans le Lot-et-Garonne, dans l'expérimentation Terra? Alors, Terra, ça veut dire tous ensemble vers un revenu autonomie, c'est-à-dire le revenu autonomie, qu'est-ce que c'est? En fait, pour nous, c'est comme un revenu de transition, sauf que la différence, c'est qu'il est versé en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale. Cette production locale, elle provient d'un territoire d'une 30aine de kilomètres autour de notre siège social.
L'objectif étant que grâce à ce revenu d'autonomie, on réinjecte des flux de monnaie dans ces territoires en train de mourir sur le plan économique et démographique, qu'on appelle en France les zones rurales à revitaliser. Il faut savoir qu'il y en a 1 sur 3 en France. Hein. C'est plus de 13 000 communes aujourd'hui qui sont en train de mourir sur tout le territoire, alors qu'en même temps, ce sont des communes qui sont riches de tout, qui ont un patrimoine naturel formidable et dans lequel beaucoup de personnes voudraient venir s'installer. L'Observatoire de la consommation, par exemple, a montré qu'un Français sur 2 voulait revenir habiter dans des petites villes. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir. Il n'y a pas d'investissement dans ces communes. Ces communes ont malheureusement de plus en plus de dettes et sont de plus en plus contraintes à ne pas pouvoir en fait accueillir des populations. Eh bien, nous, en fait, on arrive sur ce territoire et on va essayer de mettre en relation les personnes qui veulent entrer en transition et habiter ces villes-là, et puis ces communes en train de mourir sur le plan économique et démographique. Et ce qui va permettre le lien entre les deux, c'est le revenu d'autonomie, c'est-à-dire ce revenu de transition qui va permettre à des personnes de s'installer et de redémarrer des activités de base permettant d'assurer en fait à tous les habitants de ce territoire en fait tous les besoins pour rester et s'implanter sur ce territoire. Alors, qu'est-ce qu'on privilégie comme activité? Les activités sont privilégiées par les volontaires. On est aujourd'hui une cinquantaine d'habitants à avoir déménagé dans une petite commune qui s'appelle Tourdon-d'Agenais, dans le sud-ouest de la France. Et en fait, les communs qu'on a identifiés, c'est la production d'une alimentation saine, la production d'énergie renouvelable, la potabilisation de l'eau, la construction de maisons ossature bois paille dans une dynamique de durabilité et de raccourcir souvent des circuits de distribution, c'est-à-dire on va plutôt faire des maisons en terre bois paille, c'est-à-dire se fournir dans la filière locale. Et puis tout ça est organisé à travers un comité territorial de dialogue qui comprend toutes les parties prenantes du territoire et qui permet ensuite d'ajuster en quelque sorte la dynamique économique de ce territoire en injectant plus ou moins de revenus d'autonomie en fonction bien sûr de la possibilité qu'on a d'en injecter, donc il faut quand même des financements pour le faire. Et deuxièmement, la capacité à la production locale à assumer en quelque sorte ces revenus d'autonomie. Et donc pour ça, on travaille avec toutes les parties prenantes du territoire. Donc l'ADEME nous a rejoints et finance avec nous le conseil scientifique qui nous permet avec des chercheurs dans plusieurs domaines, économistes, agronomes, psychologues du travail, de pouvoir avoir un peu de recul sur notre expérimentation. Et puis, on travaille aussi, par exemple, avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous aide et participe aussi à ce projet, le département du Lot-et-Garonne, et puis 3 communes maintenant qui nous ont rejoints dans ce territoire. Donc la commune de Mascar où est implanté le premier site, la ferme en permaculture qui assure la fonction s'alimenter dans le réseau parce qu'on n'a pas pu y construire le quartier rural. Tournon-d'Agenais, qui est une commune de 700 habitants dans laquelle il y a par contre toutes les activités de développement économique, de conseil scientifique et d'appui du projet. C'est là où on habite pour l'instant une cinquantaine de familles. Et puis une dernière ville qui s'appelle Trentel, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et on a acheté 4 hectares de terrain à cette commune pour implanter un quartier rural en transition qui va assumer toutes les fonctions de base pour une cinquantaine d'habitants. L'objectif étant que ce quartier rural produise 50% pour les habitants de ce quartier rural et puis 50% pour les habitants du territoire, de telle façon à aider le territoire à rentrer en transition. Voilà, le projet représente aujourd'hui à peu près 6 millions d'euros d'investissement. Et l'objectif, c'est de dégager à peu près 1 200 000 euros de circulation monétaire sur le territoire en monnaie citoyenne locale pour irriguer justement ce territoire de vie de cette force économique qu'on va créer. Voilà. Merci Frédéric. On reste dans le timing, super. Donc après notre petit tour de France, on va aller au canton de Vaud, en Suisse. Vas-y Monica, donc quelle est la spécificité de l'expérimentation du revenu de transition écologique sur ton territoire?
Alors, merci Olivier. Donc, effectivement, peut-être juste en note, à savoir qu'en Suisse, aujourd'hui, il n'y a pas de CTE, de coopérative de transition écologique à proprement parler. Donc, c'est vrai qu'on fait un travail de prospection. Il y a pas mal d'intérêt au niveau politique aussi. Donc, cette dimension que Jean-Christophe soulignait par rapport au portage politique est fondamentale et on le verra à travers l'exemple que je vais vous présenter qui concerne donc le canton de Vaud, qui en fait constitue d'une certaine manière la première expérimentation de revenus de transition écologique, même si on l'appelle pas effectivement comme ça, en Suisse. Donc, en fait, ça a été un projet qui est démarré d'une demande de la part du département de la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud, qui ont eu je dirais, un approche assez visionnaire où ils ont voulu mobiliser ou utiliser l'écologie en tant que levier pour l'insertion sociale. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit qu'on pouvait intervenir. Donc, on a accompagné le canton dans la mise en place de cet appel à projet, dans la sélection des mesures. On a fait des ateliers participatifs pour essayer de joindre les besoins et les envies des bénéficiaires et des activités écologiques qu'ils pourraient développer dans le cadre de ces mesures d'insertion. Et donc, on a fait tout ce processus. On a établi un certain nombre de critères d'évaluation pondérés. Est-ce que c'est des mesures qui ont une dimension locale? Est-ce qu'elles promeuvent l'environnement ou pas? Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'il y a une certaine réplicabilité qui est possible, etc. Et donc, ça a amené au canton, en fait, à accepter un total de 11 mesures d'insertion sociale qui passent par l'écologie. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Donc, il y a des mesures qui vont toucher, par exemple, la formation à la durabilité. Il y a une épicerie aussi en vrac qui va se créer. Il y a des projets ou des mesures qui ont un lien avec le recyclage, la lutte contre le gaspillage, contre tout ce qui est, enfin, en faveur donc du recyclage et la revalorisation aussi dans le domaine du textile. Donc, il y a effectivement plein de domaines qui sont touchés. Donc, c'est des mesures qui vont se déployer entre 2021 et 2022. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici l'importance en fait du rôle des acteurs publics comme levier pour cette transition sociale et écologique. Et je dis bien sociale parce que ici on parle justement d'insertion. Donc à savoir que ces mesures effectivement vont être financées à 100% par le canton. Donc notre rôle ici a été justement d'accompagner avec ces critères, etc. Et je dirais, si je peux me permettre, que c'est d'autant plus important quand on a appris cette semaine, grâce à l'OIT, que suite à la crise sanitaire, il y a eu 255 millions d'emplois qui ont été perdus à cause de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Donc, c'est clair qu'on parle tout le temps de relance, mais est-ce qu'on pourrait peut-être partir sur une relance économique, sur de nouvelles bases et baser justement cette insertion sociale sur l'écologie et des activités qui soient donc respectueuses des limites biophysiques de la planète, tout simplement. Donc, je dirais que voilà, les spécificités peut-être en Suisse et concrètement dans ce canton aujourd'hui, c'est que ça a été une demande d'un acteur public qui a financé à 100% le projet et puis qui a vu cet intérêt, cette nécessité d'allier écologie et insertion. Merci Monica. Alors voilà, après cet aperçu des spécificités de chaque territoire, on va faire un petit temps de questions-réponses. Donc, bon, j'avais demandé à Thomas parce que je pensais qu'il y aurait peut-être plein de questions qui arriveraient. Là, pour l'instant, il y en a 2, donc je vais pouvoir les poser moi-même, ça va aller. Donc, la première, quelle est la différence avec l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée? Qui c'est qui veut répondre à ça? Je veux bien répondre. Joël, ouais. Oui, je veux bien répondre parce que je me rends compte que ça va relier à quelque chose qui est spécifique de la Haute-Vallée de l'Aude, c'est que même si on est sur un territoire qui est très pauvre, on ne s'est pas focalisé sur l'insertion, mais plus sur la valorisation des compétences qui sont sur place. Et il y a déjà pas mal de structures qui travaillent sur l'insertion. Par contre, on est en lien avec eux. Et il y a actuellement un projet de territoire zéro chômeur qui se monte aussi. Donc, on est plus sur des logiques complémentaires. Ce sont des approches différentes. Les territoires zéro chômeur, eux, bénéficient d'une loi d'exception qui permet de rebasculer l'argent qui est dédié au suivi des chômeurs de longue durée sur des entreprises à but d'emploi, alors que dans le revenu de transition écologique, c'est que chaque territoire invente
sa façon de le financer. Pour le moment, il n'y a pas du tout de pouvoir de financement et on ne privilégie pas forcément ceux qui sont au chômage depuis le plus longtemps. Parce que répondre à des urgences sociales, ça peut être résoudre des questions d'insertion, c'est sûr, il y a des urgences dans l'insertion qui sont à prendre en compte, résoudre des questions de grande précarité qui ne sont pas forcément liées au chômage, mais c'est aussi de trouver des initiatives qui vont permettre, par ricochet ou par effet des multiplicateurs, de résoudre des questions sociales. Donc, on n'est pas directement sur l'insertion quand on est sur le revenu de transition écologique. On peut y être, mais ce n'est pas forcément son... On peut aborder par les aspects qu'on veut. On n'est pas obligé de prendre la question sociale par le biais de l'insertion, même si on y participe forcément. Ensuite, les EBE, les entreprises à but d'emploi des territoires zéro chômeur, ont l'obligation de développer des activités qui ne sont pas dans le champ de la concurrence, alors que par le revenu de transition écologique qui se développe au sein de sociétés coopératives d'intérêt collectif, on est sur une réglementation commerciale générale et on n'a pas cette limitation-là. On se rejoint sur les problématiques parce que c'est vrai que quand on veut développer une nouvelle activité économique ou conforter, c'est pas pour détruire celle du voisin. Éventuellement la faire évoluer, mais certainement pas mettre des gens en difficulté. Mais on n'a pas la même réglementation, on n'est pas bloqué de la même façon et ça peut être très complémentaire. Ensuite, par contre, on a la même problématique, qu'est-ce qu'on appelle des activités qui ne sont pas dans le champ concurrentiel. On parle aussi d'activités non marchandes. Ça veut tout simplement dire des activités qui ne sont pas reconnues actuellement par le marché local. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être l'objet de rétribution ou d'un flux économique. Voilà, je ne sais pas si la réponse est claire, si vous avez besoin de précision. Si Joël, ajouter quelque chose. Je rajoute peut-être une autre question aussi en lien avec l'aspect qui est sur l'aspect insertion. Comment approchez-vous le volet insertion sociale des projets de RTE dans la sélection des projets qui seront financés par le revenu? Opérez-vous une sélection sur la base des profils personnels et professionnels des personnes en demande de financement? Peut-être quelqu'un d'autre, ouais, Frédéric? Je peux répondre par rapport à Terra. En fait, nous, ce qui va déterminer le soutien d'une activité, c'est comment elle va participer à la production de biens, de services et d'informations liés au commun du territoire, déterminés par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à Terra, nous avons une cinquantaine de personnes maintenant, d'habitants qui sont venus s'installer et qui sont volontaires pour participer à cette expérimentation. Et donc, c'est eux qui définissent c'est quoi les communs qui font société entre eux. À partir de ces communs, ils vont décider les tâches d'utilité commune, c'est-à-dire quelles sont les activités qui sont au service de ces communs. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir identifier les distinctions sociales qui vont permettre de distinguer ces activités d'utilité commune sur le territoire. Et ces distinctions sociales chez nous, ils sont à travers le versement d'un revenu qui va permettre de compenser le chiffre d'affaires que l'activité ne va pas déployer pendant un certain temps, jusqu'à ce que celle-ci arrive à un niveau qui lui permettra finalement de s'autofinancer et de se développer. On a aussi un deuxième élément qui joue dans la sélection aussi des personnes. C'est aussi c'est pas forcément la rentabilité économique. C'est-à-dire que pour nous, on regarde une entreprise non pas à travers un seul compte d'exploitation qui mesure la différence entre des recettes et des dépenses et qui forme un résultat financier, monétaire. On y accole deux autres comptes de résultats, en quelque sorte. Le compte de résultat écologique, c'est-à-dire en quoi cette activité va permettre de préserver, renouveler les communs pour les générations futures. Et deuxième élément, on va y rajouter un bilan social, c'est en quoi cette activité est-elle émancipatrice pour la personne qui l'exerce et en quoi est-elle réflexive directement pour elle et pas seulement dans un but de fournir un bien ou un service à un client. Donc, il faut vraiment que ces trois éléments, à la fois économique, écologique et social, soient présents. Et on a, par exemple, financé une activité de compost, par exemple, parce qu'on a jugé que cette activité de compost était extrêmement importante pour retraiter nos déchets, alors que sur le plan économique, aujourd'hui, cette activité de compost était plutôt pas forcément immédiatement rentable. Donc, on voit comment on articule à travers ce revenu un financement d'activités qui ne sont pas seulement des activités rentables sur le plan monétaire.
Alors, il y a une question pour toi, Frédéric, mais voilà, Olivier, avec une réponse courte si possible. Ouais, vas-y. Olivier, je ne sais pas si je peux compléter encore par rapport aux critères, peut-être. Donc, Oui, pour vas-y. Merci. Pour notre cas, donc cette spécificité de travail avec le canton, c'est vrai que les critères, nous, on les a appliqués notamment aux mesures qui se présentaient à l'appel à projet. Donc, effectivement, c'était pas des critères appliqués directement aux bénéficiaires dans ce cas-là. Par contre, je tiens à dire aussi, Jean-Christophe l'a signalé tout au début, le revenu de transition écologique et les expérimentations qui vont avec ont aussi un volet de recherche-action qui les accompagne, qui est fondamental et qu'on essaye de booster, de développer davantage. C'est la raison pour laquelle on s'est doté d'un conseil scientifique avec des experts qui nous aident aussi à aller là-devant. Et on vous l'annoncera plus tard, mais l'idée justement, c'est de faire des rencontres aussi de capitalisation des apprentissages et de faire évoluer ces critères qui, on se rend compte, parce qu'on a fait certains ateliers déjà avec les différents territoires et avec le conseil scientifique, qui sont très spécifiques à chaque territoire. On a vu qu'il y a des contextes très différents. Donc, c'est un domaine qui est très intéressant, mais qui se construit par itération et par contexte aussi. Mais je voulais juste signaler cet aspect en lien avec la recherche aussi. Merci, Monica. Alors, une petite question pour Fred, mais s'il te plaît, Fred, réponds-y assez rapidement. Et après, il y a des questions en lien avec le financement. Donc, une question pour toi, Fred. Ces décisions collectives se font par le groupe des citoyens. Comment est constitué ce groupe et quelle gouvernance? Tout ça en 2 minutes. Alors, on va essayer. Donc, le principe de Terra, c'est un principe de base qu'on appelle la participation libre et consciente, c'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner les personnes pour qu'ils puissent trouver l'activité qui leur convient et en même temps qui va ensuite produire des biens et des services en accord avec les communs qu'on a décidés ensemble. Donc ça se fait par de la notion de cercle, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle arrive à Terra, elle va suivre un parcours d'intégration qui va durer plus ou moins longtemps. À partir du moment où elle va être reconnue et cooptée dans un cercle d'activités, ça peut être la boulangerie, ça peut être le maraîchage, ça peut être l'éco-construction, ça peut être la finance. Bref, le cercle qui l'intéresse. Et à partir du moment où il est dans un cercle, en fait, il peut participer à la gouvernance de ce cercle à travers ce qu'on appelle la sollicitation d'avis. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est basé sur les travaux de Frédéric Laloux, qu'on appelle, vous trouverez ça dans un livre qui s'appelle les organisations, Reinventing the Organization, ce qu'on appelle les entreprises opales. Et donc, l'idée, c'est qu'il va pouvoir prendre des décisions au sein de ce groupe, à condition d'avoir consulté les personnes qui sont expertes dans ce domaine et les personnes qui vont être impactées par la conséquence de ces activités. Ensuite, ces cercles ont des représentants à l'intérieur du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration qui gère un petit peu la direction de l'expérimentation. Et au sein de ce conseil d'administration, eh bien, on va amener des sujets qui vont être débattus par les représentants de ces cercles. Et les décisions, là, se font par la recherche d'un consensus à travers ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle la méthode par consentement. C'est-à-dire qu'on va chercher à clarifier les opinions de chacun, on va chercher à amender ses propositions, et ensuite on va vérifier qu'il n'y ait pas d'objection dans une proposition. Et s'il n'y a pas d'objection, ben, la proposition va être retenue. Voilà. Ok, merci Fred. Bon, voilà, si après il y a des questions plus poussées vraiment sur Terra, il y a le site internet, il y a d'autres ressources. Alors, une très basique hein, pour le canton de Vaud, quel est le budget alloué à cette action? Et une autre plus globale, le revenu RTE est-il financé par autre chose que les recettes des activités? Donc, vous y avez déjà répondu, mais si quelqu'un veut apporter un apport sur ça. Donc, vas-y, Monica. Oui, alors très simple, mais pas si simple que ça, parce qu'en fait, nous, on n'a pas eu ces informations, les budgets, en sachant que les budgets sont encore en discussion, donc ça va s'étaler justement entre 2021 et 2022, parce qu'il y a eu effectivement cette pandémie qui a aussi eu un impact du point de vue budgétaire au niveau du canton. Donc, c'est une somme que je n'ai pas, mais peut-être on aura, j'espère, dans les prochains mois à venir, donc qu'on pourra communiquer. Ok, merci. Sur l'aspect financement, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Peut-être, je vais peut-être intervenir et puis rebondir aussi sur une question que j'ai vu passer sur le chat concernant aussi l'appui des entrepreneurs. C'est vrai que du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas un modèle de coopérative, il y a plusieurs approches.
C'est vrai que nous, dans le Nord, parce que j'ai dit Grande-Synthe, mais je n'ai pas précisé que c'était dans le Nord et sur la région dunkerquoise, nous, on a fait le choix d'avoir cette entrée avec la coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est vrai qu'on est sur une dimension entrepreneuriale, alors pas n'importe quelle dimension entrepreneuriale, engagée forcément dans la transition, engagée aussi dans des solutions avec un fort ancrage local. L'idée, c'est de développer aussi des services en lien avec j'allais dire, les vrais besoins du territoire. Alors, ça sous-entend en effet, comme le disait Fred, d'avoir des espaces de dialogue territorial. C'est ce qui fait peut-être aussi la spécificité de toutes nos démarches de coopérative. C'est cette capacité à créer ces espaces d'échange, de dialogue pour mieux cerner les enjeux et construire aussi des réponses adaptées au territoire. Donc, en faisant le choix, en effet, de la coopérative d'activité et d'emploi, on est sur une forme, et sur la SIC, on est sur un partenariat public-privé, et avec l'idée, en effet, d'autofinancer à un moment donné les revenus de transition écologique qu'on versés aux entrepreneurs. Donc, dans le modèle économique de la coopérative, sans rentrer sur des détails très techniques des coopératives d'activité et d'emploi, c'est vrai qu'il y a un pourcentage, on appelle ça la contribution coopérative, un pourcentage qui est pris non pas sur le chiffre d'affaires, mais on a fait le choix de prendre sur la marge brute, pour une question aussi d'équité. Et donc, ce pourcentage, en effet, pour nous, va dans une sorte de pot commun, de fonds, qui permet de verser des RTE. Alors aujourd'hui, on a envisagé 3 formes de RTE. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on part, là aussi, l'idée, c'est de partir des besoins aussi des acteurs, ou en tout cas des porteurs de projets qu'on accompagne. Les besoins, c'est souvent de l'investissement, et parfois c'est plutôt même, on pourrait presque dire, du micro-investissement. Typiquement, d'ailleurs, le premier entrepreneur qui est rentré dans la coopérative développe une activité sur la réparation de vélos, l'entretien de vélos, mais aussi le conseil à la mobilité. Il avait besoin simplement de matériel pour son vélo cargo, etc. Donc, du coup, ça a été, voilà, on a déclenché ce qu'on appelle, nous, entre nous, un RTE investissement. C'est vrai que je l'ai pas dit forcément tout à l'heure, mais dans les sociétaires, il y a aussi les cigales. Et donc, l'idée, c'est aussi de mobiliser de l'épargne solidaire. Donc, il y a ce RTE investissement. Il y a aussi parfois des besoins en termes de formation. Alors, si les formations, l'idée, c'est ça, c'est que si les formations ne sont pas prises en charge par d'autres, par Pôle emploi ou autre, en effet, l'idée, c'est d'avoir ce fonds aussi de solidarité pour assurer aussi une formation. Et puis, dans le modèle de la coopérative, et pour revenir sur la même logique que disait Fred tout à l'heure, c'est-à-dire des activités aujourd'hui qui sont peu ou pas rentables, ou en tout cas, en fait, l'enjeu, qu'est-ce qu'il est en fait? C'est de construire réellement le modèle économique aussi de ces projets. Et donc, ça nécessite un petit peu forcément, ça nécessite du temps, ça nécessite aussi de la créativité, ça nécessite aussi de l'expertise. C'est pour ça qu'avec Monica, on reparlait du conseil scientifique, et puis Frédéric aussi parlait du conseil scientifique de Terra. Donc, nous, sur le modèle de la coopérative d'activité d'emploi, il y a un statut particulier créé depuis la loi de 2014, la loi ESS, c'est le statut d'entrepreneur salarié. Et donc, ça permet, dans le cadre de ce statut, de ce contrat d'entrepreneur salarié, d'avoir au niveau du salaire une part fixe qui sera du coup un engagement de la coopérative, et puis dans le salaire, une part variable qui sera liée finalement, encore une fois, à l'activité, au chiffre d'affaires de l'entrepreneur. Donc voilà, sans vouloir être trop technique, mais voilà quelque part les formes de RTE et les modalités là aujourd'hui de versement. Alors pour être très clair, aujourd'hui la coopérative tel qu'on l'a lancé, on a même travaillé sur des hypothèses et des simulations. On pense que voilà, finalement, ce sera dans 5 ans, si tout se passe bien, on va dire, ce sera dans 5 ans où la coopérative sera à l'équilibre. Donc, pour l'instant, c'est vrai, c'est du financement public, du financement privé, la Fondation Zoën en l'occurrence, le Conseil régional, les sociétaires, la communauté urbaine aussi de Dunkerque qui soutient aussi techniquement et financièrement aussi la coopérative. Donc, c'est grâce aussi voilà ce partenariat, encore une fois, public-privé, que là, aujourd'hui, la coopérative existe et se développe. Alors, voilà, je ne vais pas vous dire plus. Jean-Christophe, merci. Alors, ça fait la transition avec le second temps. Et voilà, voir si Jean-Christophe, je pense que tu as déjà pris peut-être
ton temps de parole sur la deuxième question, mais si tu veux vraiment brièvement rajouter des choses. Donc, la deuxième question pour ce deuxième temps, c'est qu'est-ce que le RTE apporte concrètement à vos territoires? Donc, Jean-Christophe, tu as déjà bien développé. Est-ce que tu veux vraiment rajouter quelque chose, mais très rapide? Je rajoute juste 2 trucs. Allez. Non, Deux, rapide, alors. Et enfin, c'est ce que je disais là, c'est qu'encore une fois, être dans une démarche, voilà, une logique de coopération, de partenariat local, ça se décrète pas, ça se construit. Et la coopérative, justement, c'est cet outil qui permet de construire ces logiques coopératives. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, quand on parle d'ancrage territorial des activités, ça ne se décrète pas aussi. C'est vrai que en créant la coopérative, en mettant en place, justement, là par exemple, on a lancé tout un travail sur notre référentiel d'évaluation, parce que l'enjeu, là aussi, c'est de définir des critères, des indicateurs pour justement orienter à la fois l'activité de la coopérative, orienter les revenus de transition écologique. Ces groupes de travail sont très ouverts, ils mixent à la fois les partenaires, enfin les sociétaires, les entrepreneurs, les collectivités locales, j'allais dire la ville de Grande-Synthe, mais aussi la communauté urbaine, la région, l'ADEME, par exemple. On est vraiment dans des chercheurs aussi, on est dans une approche très, très, très large. Mais l'enjeu, c'est encore une fois que les activités développées s'inscrivent aussi dans les politiques locales. C'est pour ça que, par exemple, les politiques locales sur le vélo, sur l'économie circulaire, voilà, on essaie d'apporter aussi une contribution à cette dimension-là. Et puis, le dernier point, je voulais ajouter… Très rapide, mais tu es en train de prendre le temps sur les autres. Pardon. Bon, 30 secondes, un point en 30 secondes si tu y arrives. En 30 secondes, l'enjeu, c'est un changement d'échelle aussi. C'est-à-dire que une approche de transition locale, elle ne peut pas être vocale. Et donc, l'échelle d'intervention pour nous, elle est surtout elle est régionale. C'est pour ça qu'on essaie aussi, on s'inscrit dans cette politique aussi REV 3, là, au niveau régional, avec la région et l'ADEME, pour essaimer, on va dire, ces initiatives et développer ce réseau aussi de territoires engagés dans la transition en Hauts-de-France. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci. Alors, on continue avec Joël. Donc, qu'est-ce que le RTE apporte concrètement sur le territoire de la Haute-Vallée de l'Aude? Alors, beaucoup de choses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font écho à ce que vient de dire Jean-Christophe. Et une des premières choses, je vous disais tout à l'heure qu'on avait déjà beaucoup d'acteurs et d'initiatives sur le territoire. Eh bien, en introduisant la nouvelle, l'idée de revenus à l'idée d'écologie et de questions sociales. Enfin, les questions sociales et le revenu, on était plus dans la démarche allocation, mais là, de revenus pour une activité et puis d'associer revenus et écologie, ça a frappé les imaginations. Et en définitive, ça a un peu ouvert à écouter un peu plus le discours de la nécessité de transition écologique vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas envie de l'entendre. Mais ça a permis aussi à toutes les initiatives qui existent et qui sont nombreuses et très dynamiques sur le territoire de mieux se connaître entre elles et donner l'occasion d'avoir des projets communs. Donc, ça a permis de répondre à des appels à projets et de mettre l'histoire en mouvement. Répondre à des appels à projets, bien sûr, vous avez souligné dans les questions comment on finance. Donc, c'était un des objectifs, c'était de trouver un financement. Mais on a trouvé des appels à projets qui correspondaient exactement aux soucis, aux questions qui avaient émergé dans les réunions ouvertes, ou qui étaient ouvertes, en vie ouverte, c'était vraiment à tout le monde, quels que soient, et c'est vraiment tous les citoyens du territoire. Et on a eu des élus, des entrepreneurs, des chômeurs, des lycéens, vraiment une participation très variée. Et il est ressorti des préoccupations sur l'alimentation et l'agroécologie. On a un plan d'alimentation territoriale qui démarre sur le secteur, qui se développe aussi au niveau du département. Et du coup, on a répondu à un appel à projet de la Fondation de France sur une recherche-action sur la transition alimentaire et agroécologique. On a été sélectionné et on se rend compte que dès qu'on arrive à pouvoir mettre un budget sur la table et à dire comment on va faire, toute la réflexion théorique sur les prises de décision, sur les orientations, sur les critères, elle devient très concrète. Et du coup, là, il y a un véritable exercice démocratique qui se met en place avec des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes cultures et la même façon de travailler au départ. Donc ça, c'est un apport essentiel, je trouve, déjà. Et puis, à travers ces financements, par exemple, sur ce projet de recherche-action,
Les premiers RTE qui vont être attribués seront des RTE à des contributeurs de la recherche. C'est-à-dire qu'on a plein de petits maraîchers cotisants solidaires qui essayent de se dépatouiller avec un RSA actuellement, ou même pas de RSA, et qui ont à peine de quoi survivre. Ce que disait Fred tout à l'heure, le revenu d'autonomie qui permet d'arriver, de combler l'écart. On ne peut pas l'annoncer comme ça, on n'aurait pas pour le moment le financement pour le faire comme ça. Mais ces personnes ont besoin collectivement de travailler pour savoir comment faire évoluer leurs pratiques, pour mieux entretenir leur sol, pour mieux choisir les productions qu'ils vont faire, comment mieux s'organiser ensemble. Et en définitive, il va y en avoir quelques-uns qui vont consacrer plus de temps à faire ce travail, à le capitaliser, à le mutualiser et à le mettre en rapport avec des étudiants, des stagiaires de master qui travaillent avec le chercheur qui suit la démarche depuis le début. C'est-à-dire que là, vraiment, on fait le lien entre la recherche, les connaissances de ceux qui sont confrontés aux problèmes quotidiens, et le RTE va permettre de faire ce lien et d'activer, c'est-à-dire c'est un programme qui, a priori, s'annonce sur 4 ans, on a une année d'émergence plus 3 ans derrière, sur cette durée-là, de permettre petit à petit à chacun de développer sa production et d'arriver à l'autonomie. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on a des services qui sont non marchands, parce que animer le réseau des producteurs, c'est quelque chose qui ne se vend pas. Par contre, il reste 30 secondes pour info. Je finis ma phrase, ça va être bon. Par contre, au niveau de la collectivité, on peut prendre conscience que ce sont des choses qui sont des activités qui sont fondamentales pour que l'économie locale vive, c'est-à-dire qu'on peut l'introduire dans la notion d'économie d'une façon mutualisée et pas simplement sur chacun son activité, chacun son revenu. Merci Joël. On continue avec Fred, donc Terra, le Lot-et-Garonne. Donc, s'il te plaît, en 3 minutes, voilà, qu'est-ce que le RTE apporte concrètement à ton territoire? Alors, le RTE, en fait, ce qu'il amène, en particulier pour nous, versés en monnaie citoyenne locale, c'est de flécher les flux économiques vers des acteurs qui sont agréés par un comité local d'agrément et qui va permettre de cibler ces flux économiques sur des acteurs à la production respectueuse des humains et de la nature. Donc ça, pour nous, c'est important puisque finalement, ces flux qui vont tourner entre les acteurs locaux vont générer de la richesse. Et cette richesse, on est certain qu'elle est respectueuse des humains, de la nature. Et on est certain aussi que les flux économiques qui vont s'échanger sur le territoire vont ensuite pouvoir être réinvestis dans des activités et des entreprises respectueuses des humains et de la nature. Donc, le deuxième élément, donc ça, c'est plutôt la notion d'un revenu de transition affecté grâce à la monnaie citoyenne locale. Le deuxième élément, c'est que ça permet aux acteurs du territoire de pouvoir s'investir dans de nouvelles activités économiques, mais avec une garantie qu'ils vont pouvoir y passer le temps nécessaire. Une grosse problématique dans ces zones rurales, c'est que les acteurs qui veulent lancer des activités économiques ne vont pas forcément avoir du chiffre d'affaires immédiatement. Il va y avoir une phase de montée en charge jusqu'à ce qu'on arrive au seuil de rentabilité. Bien, grâce aux revenus de transition, on va faire une sorte de tampon qui va permettre à la personne de pouvoir se consacrer à 100% à son activité et pas aller faire des ménages, aller bosser dans une usine à la chaîne pour pouvoir finalement répondre à ce chantage à la fin, FAIM. Et donc, le revenu d'autonomie va émanciper finalement les acteurs du territoire pour qu'ils se consacrent vraiment à leur activité. Parce que créer une entreprise en territoire rural, je peux vous dire que ce n'est pas de la tarte, hein. Toutes les structures qui participent à la création d'entreprise sont éloignées d'une quinzaine de kilomètres. C'est vraiment compliqué. Et peut-être le dernier, ça fait plus de 3 minutes. Ouais. Brièvement, le dernier point, s'il te plaît, Fred. Et le dernier élément, je trouve, du revenu de transition, c'est que c'est la reconnaissance en fait des acteurs par les institutions, puisqu'ils vont recevoir un revenu finalement complémentaire qui finalement valorise leur activité, et donc ils se sentent aussi valorisés puisqu'ils ont ce revenu qui leur vient parce que justement ils sont acteurs de la transition sur les territoires. Donc du coup ça amène aussi une reconnaissance de ces acteurs, et ça je trouve que c'est très positif pour notre territoire. Merci Fred. Donc Monica, pour la Suisse, le canton de Vaud, qu'est-ce que le RTE apporte concrètement?
Alors, j'essaierai d'être synthétique et je reprendrai de deux manières différentes. Donc, effectivement, par rapport à cette expérience du canton de Vaud que je vous ai partagée, je dirais que ça permet de repenser l'insertion sociale sous le prisme de l'écologie ou de la durabilité ou de la transition écologique, comme vous voulez l'appeler. Et donc, ça permet aussi, d'une certaine manière, de revaloriser le rôle de ce qu'on appelle les bénéficiaires, qui deviennent ainsi porteurs, en fait, pionniers, et qui incarnent ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc ça, je dirais que c'est un aspect qui, d'ailleurs, par effet de boule de neige, intéresse aussi à d'autres territoires au sein de la Suisse qui nous contactent déjà. On est en train de discuter avec le canton de Genève typiquement, et là, on réfléchit, est-ce qu'on pourrait faire une reformulation de la loi, de l'insertion, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qu'on ajoute, une certaine conditionnalité écologique, etc. Donc, ça mène à la réflexion. Donc, ça, c'est une chose. Autre chose, donc je ne l'ai pas expliqué, le temps, il est restreint. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, d'intérêt pour essayer de développer de projets, et je me permets ainsi de répondre à une des dernières questions qui a été mise sur le chat. Donc, de la part, par exemple, de collectifs qui existent, des coopératifs qui ne sont pas forcément dans le besoin, dans le sens d'insertion, comme on est en train de dire maintenant, mais qui sont justement dans l'innovation et pas reconnus ou pas valorisés, comme ce que Fred vient de dire. Donc, en fait, il y a aussi cette dimension où ça permet de booster en fait tout un domaine, tout un secteur d'acteurs qui portent cette innovation sociale et écologique, et puis de les mettre en réseau aussi. Donc voilà, ça c'est en tout cas pour la Suisse, c'est quelque chose à venir, à développer. Mais je pense qu'il y a un peu les deux versantes effectivement qui se complémentent au final. Merci Monica. Donc, on va passer à notre deuxième temps de questions-réponses. Donc, d'abord, une première. Donc, voilà, on a quelques 5-6 minutes en gros pour ce temps de questions-réponses. Donc, désolé, il va falloir être assez rapide, vraiment concis dans les réponses. Alors, peut-être la première, n'y a-t-il pas une contradiction à vouloir rémunérer des services non marchands et de viser en même temps un autofinancement à terme des activités? Qui a envie de répondre à ça? J'ai répondu pratiquement tout à l'heure en disant que les activités non marchandes actuellement, elles correspondent à un marché tel qu'on le connaît. On est en train d'imaginer une nouvelle économie, donc le marché va forcément évoluer, et qu'ensuite on est dans des démarches solidaires, c'est-à-dire qu'on peut mutualiser, et que ce qui est indispensable à la collectivité peut le porter avec le revenu des autres productions de biens plus identifiées. Donc, ça ne pose pas de souci. Ce qui pose souci, c'est l'évolution de la comptabilité publique et de la notion d'investissement. C'est l'évolution de l'économie qui pose souci, mais pas l'activité en elle-même. Merci Joël. Quelqu'un dit, j'ai le sentiment que les RTE intéressent surtout sur des territoires en difficulté. Qu'en pensez-vous? Si je peux apporter un élément de réponse là-dessus, et mes collègues compléteront, mais moi j'ai le sentiment qu'en effet, forcément, c'est sur des territoires, j'allais dire en crise, au pluriel, où il y a une prise de conscience, et pour revenir sur ce que disait Joël, sur quelque part construire une nouvelle économie, c'est peut-être, voilà, en effet, sur ces territoires où il y a un enjeu de réellement changer de trajectoire de développement. Moi, c'est vrai que précédemment, je travaillais à la ville de Grande-Synthe. La ville de Grande-Synthe, elle s'est développée grâce à l'industrie, grâce à l'industrie sidérurgique. On voit les pertes d'emplois importantes et une forme de ralentissement aussi fort de l'industrie sur le territoire du Dunkerquois. Donc, l'enjeu, c'est bien de construire une autre forme d'économie. Donc, bien évidemment, sur des territoires ruraux, si j'ose dire, en difficulté ou en déclin quelque part, ou sur des territoires industriels comme les nôtres qui sont aussi en difficulté, peut-être que les élus, en effet, peut-être que les élus locaux, les élus des agglos et même les élus régionaux sont plus enclins à penser un nouveau système, une nouvelle économie. Donc, il y a peut-être, en effet, certainement même un lien de causalité, finalement, entre le fait que ces territoires en difficulté essaient d'inventer un autre modèle de développement. Et comme le disait tout à l'heure dans la vidéo Sophie Swatton, ce n'est qu'un outil pour essayer de construire un instrument pour construire justement la résilience des territoires, ces nouveaux modèles de développement. Merci.
Alors, quelqu'un se demande par rapport à l'intégration du RTE dans les systèmes d'assurance sociale, santé, chômage, retraite. Ça en est où actuellement? Je ne sais pas si personne n'y va, je veux bien. C'est que le RTE peut actuellement prendre tellement de formes qu'on ne peut pas répondre d'une seule phrase à ça. Par contre, quand, si c'est produit, parce que ça peut être un revenu monétaire ou non monétaire. Donc, quand il est non monétaire, la question ne se pose pas. Quand il est monétaire, tout dépend de la situation de la personne qui va recevoir le revenu. S'il facture une prestation, s'il se débrouille avec sa façon de facturer et de déclarer. Et si c'est un salaire, eh ben, il est assujetti, comme n'importe quel salaire, à la réglementation en cours. Et le RTE ne détruit rien dans le système social, ni dans le système ni fiscal, ni réglementaire dans lequel on travaille. Simplement, on s'adapte à chaque situation pour trouver la bonne réponse dans le respect des règles. Si je peux juste compléter très rapidement, effectivement, et le titre de la table ronde le montre, RTE une année après. Donc, ça, c'est des expériences qui sont menées pendant l'année précédente. Donc, c'est évident qu'il n'y a pas aujourd'hui de recul suffisant pour pouvoir répondre à ce type de questions. Donc, comme le dit Joël, on est pleinement dans l'expérimentation. Ici, en Suisse également, on est juste en train de discuter avec les acteurs de l'insertion, donc en l'occurrence, pour voir comment ça s'articule. Justement, il y a des discussions qui vont avoir lieu par rapport aussi à la réglementation existante, notamment au canton de Genève, par exemple. Donc je dirais que ça se construit en cours de route, mais en tout cas, ça vient compléter les autres outils qui existent déjà. Ok, merci. Alors, dernière question avant de passer à la conclusion. Donc, ça a déjà été évoqué, mais resynthétiser ça. Les fondations ou fonds de dotation peuvent-elles être des parties prenantes et des sources de financement? Donc, Joël a déjà parlé de la Fondation de France pour les projets en Haute-Vallée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire rapidement? Oui, nous, par exemple, on a un fonds de dotation. En fait, dans l'infrastructure de l'expérimentation, il y a plusieurs structures juridiques qui chacune remplissent une fonction. Comme dans un corps humain, il y a des organes. Dans un écosystème coopératif territorial, il y a des structures juridiques qui vont jouer ces rôles-là en fonction des besoins de l'écosystème. Et il y en a une qui est le fonds de dotation, dont l'objectif va collecter des fonds, les défiscaliser pour ceux qui les amènent, et ensuite les rediriger en fonction des besoins de l'écosystème coopératif. Donc, une partie de ces fonds vont être réinjectés sous forme d'investissement dans des activités qui sont au service des communs du territoire, et une autre partie de ces fonds sont réinjectés sous forme de revenus de transition, encore une fois pour nous en monnaie citoyenne locale, qui vont permettre de flécher des activités qui sont plutôt au service des communs, mais dans le secteur non marchand. C'est-à-dire, avec le fonds de dotation, on va aller plutôt financer, par exemple, l'activité de biodiversité, par exemple, ou par exemple les activités liées autour de la coopération entre les acteurs du territoire, et pas forcément sur des revenus qui, eux, iront dans le secteur marchand. Pour le secteur marchand, on a plutôt des collectes de fonds à travers des investisseurs et une société coopérative d'intérêt collectif qui va, elle, collecter des investissements sous forme de titres participatifs, qui va ensuite financer les revenus de transition. Ok, merci. Et Monica, toi qui es directrice de la Fondation Zoein, peut-être redire rapidement le rôle de la Fondation Zoein aussi dans tout ça. Oui, dans le cadre, donc en Suisse, en tout cas, nous, on s'est donné des missions un petit peu plus générales, plus larges, je dirais, que le revenu de transition écologique. Donc, on a aussi toute une dimension de production de savoir engagé. Donc, je mentionnais tout à l'heure le conseil scientifique et les recherches et actions, et aussi toute une dimension de diffusion, de vulgarisation, de partage de ce savoir. Donc là, c'est Juliette et Thomas, justement, qui sont aussi présents, qui portent tout ce projet. Et je dirais que pour le cas de la mise en place de revenus de transition écologique, on est en collaboration étroite avec l'association en France. Il y a aussi une participation financière dans le cas de certains territoires, et dans le cas suisse, on est en train aussi donc de faire cette prospection, d'accompagner des territoires pour aller de l'avant. On est en discussion avec des élus aussi ici en Suisse pour mettre en place des motions parlementaires ou autres. Donc, c'est un petit peu le rôle.
Merci. Et en apport aussi de la Fondation Zoën, il y a vraiment l'aspect du conseil scientifique et de tout cet aspect recherche-action. Et donc, chaque expérimentation a son chercheur, entre guillemets, ou associé, ou sa recherche associée au territoire. Et en plus, il y a une coordination générale, justement, pour pouvoir aussi tirer le maximum de chaque expérimentation ensemble, de pouvoir voir, pouvoir rendre après public aussi les effets du RTE selon les différents territoires. Jean-Christophe, très rapidement, parce que là, on mange le temps. Sur le point des fondations et des fonds de dotation, sur le Dunkerquois, par exemple, la communauté urbaine a été à l'initiative d'un fonds de dotation territoriale, ça s'appelle la Fondation du Dunkerquois solidaire. Et aujourd'hui, on a aussi noué une convention avec cette fondation. Et quelque part, ils assurent aussi une forme de financement de revenus, enfin, ils financent justement de l'emploi associatif. Et donc, encore une fois, tout à l'heure, je voyais, on parlait des cigales et c'est passé dans le chat. Les outils, quelque part, sont là. À un moment donné, c'est les activer, les mettre en réseau, mutualiser pour simplement conduire cette transition économique dans les territoires et la résilience des territoires. Il n'y a pas de secret, les outils sont là. Et l'enjeu, comme on le voit dans l'Aude ou ailleurs, ou chez nous, c'est vraiment cette mise en synergie et cette mutualisation de moyens. Mais les fondations territoriales, les agglos ont un rôle aussi important à jouer dans la mise en œuvre du RTE. J'en suis convaincu. Ok, merci. On passe au temps de conclusion. Et donc, on s'est dit que pour la conclusion, ce qu'on avait envie, c'est de pouvoir donner quelques recommandations. Alors, bien sûr, ça va être succinct, mais par rapport à vous, peut-être les participants qui auraient envie de s'engager dans cette démarche. Peut-être, Joël, tu peux commencer. Quelles seraient tes recommandations? Donc, 2 minutes par personne, s'il vous plaît. Alors, les recommandations par rapport à ce qui s'est passé dans l'Aude, c'est de s'appuyer sur l'ancrage local et les collectifs qui peuvent exister, vraiment prendre en considération les spécificités territoriales dans lesquelles on peut valoriser la coopération. Plus on peut montrer que la coopération est plus fondamentale que la compétition, qu'il vaut mieux faire coopération et émulation que de destruction du voisin, on a entre les mains un levier indispensable pour s'inscrire dans le temps long et aller vraiment vers la transition. Et à ce moment-là, à l'intérieur de ce levier coopération, le levier du revenu de transition écologique devient vraiment opérationnel et permet d'évoluer à la fois au niveau de l'écologie, de la société, avec une nouvelle économie, c'est-à-dire qu'on l'installe de façon durable. On n'est pas juste sur des rapiessages. Voilà. Merci Joël. Frédéric, les recommandations? Moi, ma recommandation, ce serait vraiment de concentrer son attention sur la production de biens et de services qui sont directement à l'usage des habitants du territoire et se concentrer sur ce qui serait essentiel à la vie. Donc, vraiment que ces revenus d'autonomie aillent vraiment financer des acteurs qui produisent de l'alimentation saine, de l'eau potable, de l'énergie renouvelable, de l'éco-construction, des véhicules en partage, que vraiment aujourd'hui on concentre tous les moyens sur ce qui va nous permettre d'être plus résilients, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on a plein de crises écosystémiques et ces crises écosystémiques vont s'amplifier. Et ce serait bien que nos territoires soient le plus résilients possible par rapport aux besoins des gens. Ok, merci. Jean-Christophe, tes recommandations? Je vois que tu dis en minute pour. Non, mais une recommandation, je ne sais pas, mais en tout cas, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, on est vraiment dans une démarche d'expérimentation, nous, avec Joël, avec Olivier, avec Frédéric, avec toute l'équipe Zoën suisse, avec aussi un collectif Territoire Zéro Chômeur à Épinal, parce qu'on ne l'a pas cité, mais on travaille aussi avec un collectif Zéro Chômeur à Épinal, et on essaie justement de construire, d'imbriquer justement les dispositifs entre eux, dispositif Territoire Zéro Chômeur et RTE et CTE. Ce que j'ai envie de dire, c'est que simplement,
on essaie, enfin en tout cas, on capitalise aussi en marchant. On est vraiment dans une démarche d'apprentissage collectif. On est dans une logique aussi d'open source, d'ouverture. Donc c'est vrai que sur le site de Monica en a parlé, sur le site de la Fondation Zoën, sur zoën.org, dans le cadre aussi de la revue de la pensée écologique. Voilà, petit à petit aussi, on publie, on produit et on diffuse. On a cet enjeu là en 2021, c'est d'organiser des rencontres parce qu'aujourd'hui c'est un peu frustrant, 1h15 simplement pour faire du teasing, quoi, si j'ose dire. Là, en juin prochain, on aura une rencontre quasi sur 2 jours, du coup dans l'Aude. En fin d'année, l'idée c'est d'organiser aussi quelque chose dans le nord de la France. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de Zoën, à nous solliciter, nous, directement. Je pense que vous avez peut-être les coordonnées de Monica ou les miennes. Hein. Donc, l'enjeu, c'est justement aussi là, qu'on soit peut-être plus nombreux et qu'on puisse vraiment construire ensemble. Et c'est vrai que les questions-réponses, justement, les regards extérieurs sur ces démarches nous font avancer. Donc, j'ai juste l'envie de vous inviter à participer et puis à contribuer aussi à nos réflexions, à nos expérimentations. Et voilà. Zoën est grand ouvert. Voilà. Ok, merci. Alors, j'ai mis dans le chat, en tout cas, le mail de Jean-Christophe, hein, jclipovac@zoën.org. Donc, voilà. Et puis, sur le site zoën.org aussi, vous trouverez les contacts de la Fondation Zoën. Donc, voilà. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous y arriverez. Pour finir, Monica, peut-être, va nous parler de qu'est-ce qu'on prépare dans les prochains temps. Oui, bon, c'est un peu ce que Jean-Christophe vient d'évoquer, mais effectivement, on a cette idée, ce sera certainement un des projets à venir importants de mettre en place ce qu'on appelle, c'est pas encore comment on les appelle concrètement, enfin précisément, mais ce sera plutôt des universités éphémères ou décentralisées, etc. Donc, l'idée de faire des rencontres dans les différents territoires qui permettent de regrouper des territoires en expérimentation, mais peut-être aussi des territoires intéressés à développer la démarche, des élus, des chercheurs, d'autres personnes qui puissent être intéressées afin non seulement de capitaliser les expériences, comme Jean-Christophe le disait, en marchant aussi, mais pour pouvoir aussi peut-être en tirer des apprentissages, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, et puis pouvoir continuer à marcher ainsi. Donc, ce serait un cycle, on doit encore finir de construire un peu l'idée derrière, mais qui commencerait, si tout le permet, cette année, qui se prolongerait en 2022, et puis qui nous permettrait de clore un premier cycle d'expérimentation. Donc, en recherche-action, vous le savez, ça fonctionne par itération et de manière cyclique, donc ça nous permettrait de compléter un premier cycle et puis pouvoir construire ainsi la suite de ce projet. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant de ça, il y a le site donc zoën.org, s'inscrire à la newsletter et voilà, vous aurez les prochaines étapes, les prochaines rencontres. Merci à tous. Bon, 11h16, on est pas mal sur le timing. Hein. Merci aux intervenants d'avoir réussi à… Voilà, bon, les questions étaient via le chat, mais on a réussi à y répondre à presque tout. Il y en a une sur les contrats de relance et de transition écologique. Bon, désolé, on n'a pas eu le temps. Mais voilà, la personne peut contacter Jean-Christophe ou Monica pour en savoir plus. À bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci Olivier. Merci Olivier. Ouais. Oui, merci. Oui.